Voilà, Émilie Amen est historienne et théoricienne de la mode. Elle est également professeure à l'Institut français de la mode à Paris et à Paris 1, Paris-Sorbonne. Elle est également en charge de la chaire Chanel et le 19M sur les savoir-faire. Voilà, c'est vraiment une spécialiste de la mode et elle a pu également contribuer au catalogue de l'exposition Yves Saint Laurent Transparence. Donc c'est à tous ces titres-là qu'on souhaitait vraiment qu'elle puisse intervenir au musée et voilà, et vous présenter Yves Saint Laurent et la transparence. Alors on a demandé effectivement à ce que ça soit une conférence accessible à tous et en même temps, voilà, pour les spécialistes s'il y en a, je fais grande confiance à Émilie voilà, pour sa présentation. Merci et je vous laisse la parole. Merci. Merci. Alors, déjà, est-ce que ça fonctionne? Non. Oui. Ça va? On m'entend? Oui. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je remercie. Ça fonctionne pas. Ok. Ou sinon, je le tiens. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui? Ok. Donc je disais juste bonjour et merci. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ici. Comme je le disais à l'instant, c'est une étape que j'ai souvent fait sur le chemin des vacances, de m'arrêter à Calais et notamment ici à la Cité de la Dentelle depuis son ouverture. Donc je suis ravie d'y revenir avec une autre casquette que vacancière qui force ses parents à s'arrêter dans un musée qui ennuyait un peu le reste de la famille, mais qui au fil des visites avait fini par apprécier grandement cet artisanat et cette industrie si singulier de la dentelle. Donc aujourd'hui, on se retrouve autour de Yves Saint Laurent, qui a un nom qui est tout à fait marquant, qui est tout à fait central pour l'histoire de la mode en France, et pas que. C'est un de ces noms qui a largement voyagé par-delà les frontières, un nom qui est souvent incarné aussi à la fois la créativité française, mais aussi derrière ce nom d'Yves Saint Laurent, tout un ensemble d'acteurs, tout un ensemble de fabricants, ceux mêmes qui sont mis largement à l'honneur dans le parcours de l'exposition. Donc, comme l'évoquait à l'instant Delphine, j'ai eu l'opportunité, la chance de contribuer dans le catalogue de l'exposition, que vous avez peut-être déjà découvert, l'exposition que vous allez visiter en sortant, qui s'appelle donc Transparence et qui est un peu un des prismes. En fait, l'œuvre de Saint Laurent, on se dit, bon voilà, il a commencé, lui, à créer au milieu des années 50, on va revenir dessus, et il a fini sa carrière au tout début du XXIe siècle. C'était un grand défilé au Centre Pompidou en 2002. On se dit que peut-être qu'on a déjà tout vu, tout entendu, tout dit de Saint Laurent, et ça fait partie de ces figures tout à fait fascinantes dont le travail est d'une richesse incroyable et qui surtout tend des miroirs assez intéressants avec la culture contemporaine, avec l'art contemporain. Et donc tout ça pour dire qu'on n'aura jamais fini, je pense, comme avec tous les grands artistes, et ici la comparaison n'est pas du tout galvaudée, de comprendre certains des angles morts, certains des mystères de cette œuvre. Donc ici, penser toute l'œuvre de Saint Laurent à travers la transparence, ça marche et ça marche extrêmement bien. Ça permet, sans jeu de mots, de révéler des choses, de dévoiler un rapport à la création et surtout un rapport au corps féminin. Donc c'était un petit clin d'œil, peut-être certains d'entre vous le reconnaîtront, le corps mis à nu par son couturier même. C'était un petit clin d'œil à une œuvre de Marcel Duchamp qui permet aussi ici de dénoncer un rapport à l'art moderne sur lequel on reviendra. Donc je ne vais pas vous expliquer l'exposition, je ne vais pas revenir sur ces grands jalons-là. Je vous propose qu'on réfléchisse un tout petit peu ensemble à ce que Saint Laurent nous apprend d'une certaine histoire culturelle, d'une certaine histoire des femmes en France et d'une certaine histoire de la mode. On va donc avoir un parcours chronologique en débutant avec ses premières années, là où il se forme auprès d'un grand maître, et pas des moindres, quelqu'un dont le nom rayonne tout autant que le sien, une génération avant, qui est donc Christian Dior, et ensuite s'attarder sur 2-3 silhouettes qui sont propres aux années 60, notamment le milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 60, pour comprendre ce qu'elle nous raconte de cette histoire culturelle beaucoup plus large que Saint Laurent nous permet de comprendre.
Alors, je vais parler pendant à peu près une quarantaine de minutes et ensuite, je pourrais prendre quelques questions. Si pendant que je parle, vous avez une question extrêmement pressante, n'hésitez surtout pas, ou si je ne suis pas claire, également. Alors, comme point de départ, si je puis dire, ici, un jeune Saint-Laurent, et j'insiste, jeune, il est finalement là à la tête de sa propre maison, on est entre 61, 62, ça fait partie des premiers clichés photographiques que Pierre Berger, son compagnon, va commander à un photographe qui s'appelle Boula, qui va faire un documentaire, en fait, un reportage dans les couloirs, dans les coulisses de la maison de couture que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent ont tout juste fondée. Saint-Laurent, vous le voyez ici, il a un visage encore extrêmement juvénile. On se dit c'est vraiment un tout jeune homme. On dirait qu'il est presque à peine sorti de l'adolescence. Il est très mince, élancé. Peut-être que ça rajoute aussi un petit peu à son côté, on dirait un grand adolescent très élégant. Mais c'est quelqu'un qui est déjà habité d'une vision, qui est assez convaincu de quel est son rôle, quelle est sa manière de travailler. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant. Alors, pourquoi est-ce qu'il est aussi déterminé en ce tout début des années 60, alors qu'il a une vingtaine d'années finalement? C'est tout à fait admirable. Il est très déterminé, alors déjà parce que depuis son enfance, vous allez les retrouver, il a notamment beaucoup joué autour de toute cette iconographie de la mode. Il y a ces fameuses paper dolls, donc ces petites poupées de papier qu'il découpait dans les magazines, ça l'a accompagné tout au long de son enfance, de son adolescence. Il était enfant et adolescent à Oran, donc il n'était pas exactement au centre parisien des élégances, mais avec la presse de mode, en fait, il avait accès à tout ça, et ça le fascinait, ça l'inspirait. Il va, vous le savez peut-être, si vous avez lu certains des premiers paragraphes introductifs de l'exposition, il va partir assez jeune à Paris parce qu'il a convaincu ses parents de faire des études de mode qui vont pas durer très longtemps. J'évite de le dire à mes étudiants pour qu'ils, eux, terminent leurs études, mais il est vrai qu'Yves Saint-Laurent, en fait, s'est arrêté en cours de route. C'était un esprit tellement brillant qu'il n'a pas eu forcément besoin de parfaire son éducation sur les bancs d'école. Il était donc à l'école de la Chambre syndicale. Il va, grâce à l'entremise de quelques connaissances paternelles, réussir à rentrer dans un endroit qui n'est pas n'importe lequel, dans cette après-guerre parisien. Il va donc rentrer dans les équipes créatives de Christian Dior. Christian Dior, au milieu des années 50, c'est quoi ? C'est littéralement le roi de la mode. C'est le roi de la mode à Paris, c'est le roi de la mode avenue Montaigne, mais ça l'est à l'échelle nationale et aussi internationale. C'est quelqu'un qui existe de Paris à New York, de Caracas à Mexico City, de Tokyo à l'Amérique du Sud. C'est vraiment quelqu'un qui a déployé à l'échelle mondiale son commerce de mode, et c'est vraiment quelqu'un qui incarne le renouveau de la haute couture. Donc il faut se dire, la France d'après-guerre, qui est une France extrêmement brisée, libérée, mais qui sort d'une période extrêmement difficile. Christian Dior, ça va être cette figure de proue qui va vraiment réinsuffler auprès de certains de ses pairs, comme Pierre Balmain, comme Jacques Fath, qui sont des noms qu'on a un tout petit peu moins retenus, encore que Pierre Balmain est plus actif encore aujourd'hui. Mais voilà, il va incarner ce renouveau. On pourrait utiliser peut-être le terme de glamour aussi, qui nous vient des studios hollywoodiens, mais c'est vraiment cette haute couture française extrêmement sophistiquée, extrêmement romantique aussi. On va notamment beaucoup investir la robe de cocktail, on va regarder des tenues d'une sophistication incroyable en termes de broderie, en termes de textile. Et ça, c'est vraiment ce renouveau français. Donc le jeune Yves Saint-Laurent, il plonge véritablement au cœur de tout ça, et c'est ce qu'on voit dans cette image. Là, il faut imaginer qu'on est dans la cabine des mannequins à quelques minutes d'un défilé. Les défilés n'étaient pas exactement les mêmes que ceux qu'on connaissait aujourd'hui, c'était déjà beaucoup plus long. Aujourd'hui, un défilé, si vous en regardez sur les plateformes vidéo, par exemple, on peut tous assister à des défilés presque aujourd'hui, ça dure 10-15 minutes. En ce milieu des années 50, c'était extrêmement long parce qu'en fait, chaque modèle sortait de manière beaucoup plus lente et les acheteurs décrivaient, parfois même faisaient des croquis. Bref, ça durait des heures. C'était tout autre chose, mais la frénésie était là. La frénésie était là parce que jusqu'à quelques instants avant que les modèles sortent, eh bien, on ajustait des rubans, des détails, etc. Donc là, on voit Christian Dior, le jeune Saint-Laurent, vous le voyez avec ses lunettes là, en train de discuter des derniers détails d'une collection. Donc véritablement,
Yves Saint Laurent, ses années de formation, c'est au cœur de cet atelier absolument fabuleux où se réinventent saison après saison les silhouettes. Et quelle silhouette justement? Parce qu'on va beaucoup parler de corps féminin, voilà, on va le dévoiler, le recouvrir, on va voir de différents matériaux, mais ça va être un peu l'un de mes fils conducteurs. C'est quoi le corps féminin avec lequel Yves Saint Laurent travaille quand il est chez Christian Dior? Si on voulait le résumer de manière assez simple, il y a peut-être un nom, une expression que vous évoque Christian Dior, c'est le new look. Le new look, c'est quoi? C'est cette silhouette extrêmement caractéristique de l'après-guerre. Vous voyez une taille extrêmement cintrée et vous voyez cette veste avec des épaulettes assez marquées. Il faut aussi imaginer que dans la basque de la veste, donc c'est-à-dire le bas de la veste, il y a du rembourrage de coton. Il y a une anecdote assez intéressante. Il y avait un autre jeune homme qui travaillait auprès de Dior, qui s'appelait Pierre Cardin, qui va avoir une destinée tout aussi intéressante. Pierre Cardin racontait qu'il a couru à la pharmacie du coin de l'avenue Montaigne pour acheter des morceaux, des boules de coton, mais vraiment qu'on trouve en pharmacie, pour rembourrer cette fameuse veste barre, qui sera un peu le signal du style Dior. Vous voyez qu'on est loin de la transparence. J'insiste un petit peu aussi parce que voilà où Yves Saint Laurent apprend son métier. Il apprend vraiment à sculpter cette féminité tout à fait voluptueuse, tout à fait romantique. L'idéal féminin de Christian Dior dans cette après-guerre, dans ce fin des années 40, début des années 50, c'est quoi? C'est un idéal féminin qui, lui, va rapprocher de son enfance, d'une figure maternelle notamment. C'est peu ou prou la belle époque. Alors, vous avez peut-être des images de tableaux, peut-être même de photographies, mais ces femmes de la belle époque qui ont des silhouettes en S, on va dire. Et bien en fait, c'est un peu ça que va réactualiser Christian Dior avec ses premières collections. Donc, le jeune Saint Laurent, il apprend auprès du grand maître, il apprend justement cette ligne extrêmement précise, extrêmement vive, mais extrêmement structurée. C'est vraiment le vêtement qui vient donner une forme au corps. C'est pas vraiment le corps qui donne une forme aux vêtements. Vous voyez un petit peu cette subtilité? C'est-à-dire qu'on pourrait tous à peu près enfiler cette veste barre et avoir cette silhouette-là. La réalité est que donc par un jeu de renfort, de baleine, c'est tout le travail des tailleurs, vraiment, il y a toute une architecture à l'intérieur du vêtement qui va lui donner cette ligne si particulière. Le travail du dessin est dans ce cas-là très important. Et c'est pour ça que souvent, Christian Dior, il pose entouré de ses croquis. C'est vraiment quelqu'un qui, dans le processus créatif, pouvait draper, etc., mais qui revenait toujours au croquis. Et en fait, quand on fait un dessin, on met sur le papier aussi souvent une silhouette un petit peu fantasmée, parce qu'il n'y a pas le corps en dessous, donc on peut un peu dessiner ce qu'on veut. Yves Saint Laurent, on le voit ici, jeune Yves Saint Laurent, dans les ateliers de Dior, en train d'apprendre aussi, de perfectionner, il est déjà très très talentueux, de perfectionner son art de grand couturier. Vous le savez peut-être dans ce que vous avez découvert de l'exposition ou peut-être par ailleurs, Christian Dior, au fait de sa gloire, il va disparaître de manière très prématurée en 1957, de manière très soudaine. Il ne va pas revenir d'un voyage en Italie. Et donc, on est en 57 avec un moment assez compliqué. On a une entreprise qui est responsable d'un pourcentage tout à fait significatif des exportations commerciales françaises, qui est vraiment un peu le symbole d'un renouveau de l'industrie et de la créativité française, qui n'a tout d'un coup plus de directeur artistique. Alors, avant de mourir, Dior avait plusieurs fois signifié qu'il voyait en un jeune Saint Laurent quelqu'un de tout à fait prometteur. Donc, une transition est assurée et le jeune Yves Saint Laurent, l'espèce d'une nuit, il est un peu placé sans avoir forcément calculé la chose, bien au contraire, il est contraint d'une certaine manière de reprendre cet empire commercial, ce lieu où vraiment une créativité sans borne était cultivée au sein de l'atelier Dior. Ici, on est quelques collections plus tard et on voit Saint Laurent qui, à nouveau, vous voyez sa petite silhouette un petit peu frêle, on dirait un grand adolescent, et bien ça y est, il tient quand même les rênes de ce studio de création, il dirige les ateliers, les couturières, et il insuffle déjà un petit peu de son style. Il fait cet exercice de style qu'on discute beaucoup aujourd'hui dans la mode. Ça n'échappe parfois pas même aux actualités nationales.
où il y a des maisons avec un héritage et on demande à un jeune créateur ou créatrice de reprendre une maison. Et on lui dit, voilà, il faut reprendre l'esprit de la maison Chanel, il faut reprendre l'esprit de la maison Balmain, et il faut poursuivre en étant, sensible et respectueux des codes. Et donc c'est exactement ça, c'est un exercice qui nous est très familier aujourd'hui dans la mode, mais le jeune Saint-Laurent, c'est exactement ça qu'on lui dit. On lui dit, écoutez, Dior, c'est une belle maison qui a déjà 10 années d'existence. Monsieur Dior a imprimé un style très fort. Charge à vous de poursuivre ce style tout en le modernisant. Et ce que vous voyez qui est peut-être un petit peu subtil sur ces images, c'est que là, il y a déjà un signal très fort de jeunesse. Pourquoi ? Parce que les robes sont un tout petit peu raccourcies. On est passé d'une certaine manière de la dame à la jeune fille. Vous voyez, avant, avec la tailleur-bar, c'était vraiment la dame. Ici, c'est la jeune fille. Vous le voyez, ces robes, d'ailleurs, j'ai vu que dans l'exposition, vous avez notamment cette couverture du Paris Match, il me semble. C'est ce qu'on dirait un peu dans un langage courant aujourd'hui, une robe baby doll. Vous voyez, c'est un peu comme une robe de petite fille. C'est une silhouette en A, une silhouette trapèze. Vous le voyez aussi avec le col un peu Claudine. Donc voilà, ça c'est Saint-Laurent qui est chez Dior, qui est toujours dans un travail assez couturier. On voit un tout petit peu les mollets, mais déjà, on voit cette jeunesse qui va apparaître et qui va s'imposer. Alors, ça, c'était un petit propos un peu introductif, un premier chapitre. Et je vous propose maintenant qu'on plonge véritablement dans le moment qui sera entièrement le sien. Donc là, de 57 à 59, c'est-à-dire à peu près 2 ans, Yves Saint-Laurent va être le successeur de Dior. Ensuite, comme souvent dans la mode, il y a quelques drames, il y a quelques tensions. D'autres raisons aussi font qu'il doit quitter son poste. Notamment, il est appelé à faire son service militaire, ce qui ne va pas très bien se passer pour lui. Donc il quitte Dior de manière un peu contrariée, mais c'est pas grave parce qu'il a auprès de lui un compagnon, un associé qui croit très fortement en lui, qui est donc Pierre Berger. Et il dit à Yves Saint-Laurent, qui est, on l'imagine bien, assez dépité d'avoir été remercié de la plus grande maison de couture française, il dit « Ne t'inquiète pas, on va faire cette maison qui portera ton nom ». Alors j'ai appelé ce nouveau chapitre « Féminité nouvelle » parce que précisément, on rentre dans un autre moment. Alors, je commence ce chapitre avec quelque chose qui, a priori, n'a strictement rien à voir avec nos affaires de mode. Je vous la présente parce qu'à mon sens, elle fixe un petit peu une atmosphère, un environnement qui est celui dans lequel Yves Saint-Laurent va enfin créer sous son nom. Donc, Yves Saint-Laurent, la maison de couture Yves Saint-Laurent, elle va être créée en 61 et la première collection présentée en 1962. On est déjà plus dans ce qu'on va vraiment appeler l'après-guerre. L'après-guerre, c'était le moment de Dior, c'était fin des années 40, les tout débuts des années 50. Là, on a vraiment fait un pas dans le temps et on est dans un autre moment. Je vous montre cette image, peut-être les plus cinéphiles d'entre vous auront reconnu. C'est une image d'un film de Jacques Tati, qui s'appelle Mon oncle. Alors, dans ce film, on voit notamment Jacques Tati qui joue ce rôle de Monsieur Hulot, qui lui habite dans un petit village, le typique petit village français, voilà, avec des références 18e, 19e siècle, des bâtiments en briques, etc. Et sa sœur et son beau-frère habitent dans une autre partie de la ville qui est à ce moment-là en train d'être entièrement modernisée. Cette autre partie de la ville, on y voit des pavillons extrêmement modernes. Et ce film raconte en fait l'introduction dans cette vie quotidienne française d'un certain esprit de la modernité. Et c'est cette transition entre un monde ancien et un monde moderne qui est tout à fait caractéristique de l'époque et qui va inspirer différents créateurs. Alors là, voilà, je vous montre une image de cinéma, mais derrière cette image de cinéma, c'est un peu pour capturer ce moment où on est à la fois en train de regarder, parfois de manière un peu nostalgique, le passé. C'est un peu le premier plan, les volets, le lampadaire, tout ça qui est très familier dans un paysage français. Et cette idée d'un futur extrêmement moderne, extrêmement pratique et pragmatique, qui est tout à fait prometteur. Alors c'est dans ce contexte que Saint-Laurent va démarrer avec sa première collection. Sa première collection qu'il va présenter en 62, elle est très différente de ce qu'il a fait auparavant. Pourquoi ? Déjà, je vous montrais précédemment beaucoup de robes, des robes de cocktail, des robes de jour, certes, des robes du soir, des robes baby doll, mais on était vraiment sur ce registre d'une sophistication extrêmement féminine. Ici, une silhouette de cette première collection haute couture de 62, elle peut dérouter
Pourquoi ? Parce qu'on a un caban de marin, donc un vêtement utilitaire qui a priori n'a pas grand-chose à faire dans un salon de couture. On a un pantalon, ce qui, pour le début des années 60 en France, porté par une femme, n'est pas forcément la chose la plus courante, surtout dans un contexte où on essaye d'inventer les règles de l'élégance. On se dirait qu'a priori, une femme élégante devrait plutôt porter jupe ou robe. Donc là, un pantalon, c'est pas rien, et surtout, elle est à plat. Donc vous voyez, Saint-Laurent, quand il prend sa propre plume et ses propres ciseaux, il va aller vers une mode qui est déjà l'annonce de quelque chose de très différent, d'un autre rapport au corps, un autre rapport aussi au mouvement. Imaginez un instant la sensation que vous pouviez avoir en portant la veste barre. Donc vous voyez, très cintrée avec les épaulettes, le padding au niveau des basques. Vous pouvez à peine bouger, j'exagère tout juste. Ici, caban, pantalon, chaussures plates, vous pouvez dévaler la rue. Donc Saint-Laurent, il arrive avec ça, mais avec malgré tout son talon de couturier. C'est-à-dire qu'il faut se dire que ce caban, oui, on dirait un caban de marin, mais il est coupé dans un lainage absolument sublime, sans doute extrêmement doux. Toutes les finitions à l'intérieur de ce manteau font que c'est un manteau de haute couture, et pas un caban acheté, je ne sais pas moi, sur le port de Toulon, par exemple, ou de Calais. On est sur un vêtement qui part par son travail, par ses finitions, par ses savoir-faire, et somme toute l'incarnation de cette haute couture. Pour arriver à nos affaires, enfin, on doit attendre encore quelques années. Donc 62, c'est sa première collection. Saint-Laurent, voilà, peut-être ne fait plus que des robes de cocktail. Il commence à insuffler des silhouettes un peu plus modernes, un peu plus émancipées, pourrait-on dire. Mais elles sont somme toute encore assez couvrantes, habillées. L'un des premiers signaux que Saint-Laurent s'intéresse à cette notion de transparence, qui est donc le titre de cette très belle exposition, c'est 1966. Vous allez découvrir ces modèles qui sont juste au coin d'ici. Je vous montre ici un croquis assorti d'un article qui raconte en fait la réception critique de ce modèle par la presse américaine. Alors, ça, c'est une petite aparté, mais pour comprendre véritablement la pertinence culturelle et toute la réception critique de la mode parisienne, française au sens large du terme, il faut souvent s'en remettre à la presse américaine qui était particulièrement avide de ces collections et qui étaient un peu les premiers à observer, à commenter et bien souvent aussi, dans cette période-là, les premiers à acheter la couture française. Et vous le voyez ici, c'est une robe qui donc couvre à peine le corps, le dévoile plus qu'autre chose. Les bandes un peu plus sombres sont là pour signifier la broderie. Et c'est vraiment cette idée qu'on introduit Saint-Laurent comme quelqu'un d'assez détonnant. On nous présente ça comme the most daring dress in Paris, donc la robe la plus osée. Donc que Saint-Laurent, il n'est plus juste quelqu'un qui ose introduire des cabans et des pantalons, c'est aussi quelqu'un qui joue une carte encore plus sulfureuse peut-être et qui introduit des silhouettes différentes. Précisément, autour de 66, il va multiplier les occasions de se détacher d'une approche nostalgique de la mode. Il va chercher donc la transparence, on va y revenir, mais il va surtout s'enticher d'un esprit, d'une attitude, d'une esthétique qui, à cette époque-là, est tout particulièrement incarnée par un courant artistique. C'est donc le pop art. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les liens entre Saint-Laurent et l'art moderne. Ici, je signifie juste donc que Saint-Laurent qui essaye un peu de briser cette image du grand couturier, qu'il a été, qu'il est toujours, c'est le métier qu'on lui a appris à faire, mais il est en train là de chercher un peu les nouveaux ingrédients, les nouvelles recettes, si je peux filer la métaphore, pour réinventer la mode. Et j'aime beaucoup ce titre parce que vous voyez, c'est Paris maintenant, Saint-Laurent, et ces sortes de nomatopées, pow, Zoé, zap. Et c'est cette idée qu'on va mettre vraiment un petit peu d'énergie, on va mettre quelque chose de cinglant, quelque chose de frappant, quelque chose qui littéralement fait ce son-là. Et ça va se traduire, entre autres choses, par des robes extrêmement nettes, extrêmement simples, et surtout des mini-jupes qui vont devenir le style tout à fait représentatif de Saint-Laurent. Ici, vous voyez par exemple la très fameuse robe Mondrian, qui va lui servir d'inspiration, enfin c'est Mondrian plutôt, les toiles de Mondrian qui vont lui servir d'inspiration. Voici donc la robe qu'il crée à peu près à ce moment-là. Donc c'est l'une de ses premières robes transparentes.
Cette robe transparente, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh ben, elle dévoile de manière encore tout à fait élégante, de manière tout à fait ornée, de manière somme toute assez pudique, ce corps féminin. Donc moi, en tant qu'historienne, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans l'air du temps? Qu'est-ce qui lui inspire ça? Qu'est-ce qui se passe aussi peut-être même dans sa vie à lui, de couturier? Pourquoi il s'intéresse finalement à ce corps féminin qu'il veut rendre aussi visible? Il n'est plus en train de se dire je vais mettre des épaulettes, des baleines, etc. Il le révèle tout simplement à travers ce jeu de dévoilement des matières. Il le camoufle encore, hein, on dirait presque, ce serait l'équivalent presque d'un maillot de pièces quoi, qui couvre le corps féminin ici, mais il le montre tel qu'il est. Alors j'avais quelques hypothèses que je partagerai avec vous. Cette année 66, elle est tout à fait intéressante dans l'histoire de Saint-Laurent. Saint-Laurent, il a commencé comme grand couturier. Grand couturier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites de la haute couture, il y en a encore quelques maisons qui font ça aujourd'hui, vous faites une robe sur mesure, unique pour chaque cliente. Ça veut dire que vous avez un rapport très fort à chaque cliente qui vient chez vous et qui va faire des séances d'essayage. Vous savez exactement qui elle est, ses mensurations, où elle vit et sans doute où elle portera la robe qu'elle achète. Dès la fin des années 50, on voit un phénomène prendre naissance notamment à Londres, et c'est pour ça que je vous montre ici l'image d'une boutique qui va avoir un rôle très important, qui s'appelle Bazar, qui est la boutique d'une styliste qui s'appelle Marie Quant, qui est décédée il y a peu de temps. Vous avez peut-être pu croiser certains des articles qui lui étaient consacrés, qui est l'une des personnes qu'on associe à cette invention, ou en tout cas introduction de la mini-jupe. Mais surtout, Marie Quant, elle est quoi? Elle est une figure marquante du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter va se distinguer de la haute couture parce que un vêtement prêt à être porté, c'est quoi? C'est un vêtement que vous allez prendre sur un cintre directement dans la boutique. Vous pouvez l'essayer, mais on ne va pas le retoucher complètement à votre corps. Donc Saint-Laurent, en 66, c'est aussi le moment où il va introduire dans son travail une ligne de prêt-à-porter. Alors il reste ce grand couturier qui fait des robes d'exception une par une pour chaque cliente. Alors je vous rassure, c'est pas que lui, hein, c'est tous ses ateliers, il est un peu le chef d'orchestre. Mais toujours est-il qu'il a ce rapport encore au sur-mesure et à l'exclusivité de la haute couture. Mais en même temps, on est au milieu des années 60, il se dit finalement la consommation de mode, c'est plus juste mes dizaines de clientes extrêmement fortunées. Souvent pas les plus jeunes aussi, parce que pour pouvoir s'offrir une robe de haute couture, il faut vraiment avoir les moyens. Et il se dit, je voudrais habiller d'autres personnes. Je voudrais habiller des femmes qui rentrent dans les magasins et qui précisément prennent sur un cintre une jupe, une chemise, une veste et repartent avec. Alors ça, c'est une très belle idée. Ici, je vous montre 3 images qui racontent un peu ces premiers moments de l'ouverture de sa boutique Saint-Laurent Rive Gauche, qui va être le nom de sa ligne de prêt-à-porter. Alors, c'est pas n'importe qui. Peut-être vous aurez reconnu justement Jane Birkin, notamment, et Daphné Catroux. Elles sont là en train d'essayer dans les cabines d'essayage. Elles attrapent une chemise après l'autre, une robe après l'autre, pour justement essayer des vêtements tout faits, prêts à être portés. Alors, comment ça impacte le couturier ? Eh bien, ça impacte le couturier puisqu'il n'est plus dans le rapport direct à la cliente. On va y revenir. Il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressée. Au milieu des années 60, Saint-Laurent, il va introduire un parfum. C'est d'une banalité confondante, hein. Vous pouvez sans doute penser à tous les parfums associés à des marques de mode. Mais là aussi, c'est un tournant, c'est un moment singulier. Un parfum, là, vous perdez complètement de vue qu'il porte. Un parfum, c'est un produit industrialisé qui coûte beaucoup moins cher qu'une robe de haute couture. C'est pour ça que dans nos cabinets de toilettes, on a des grandes marques que peut-être on ne pourrait pas posséder par ailleurs. Le parfum, c'est un objet, somme toute, aussi démocratique. Et c'est, à mon sens, un peu comme le prêt-à-porter, un moment où le couturier, à la fois, est tout à fait enivré par cette idée que maintenant, il n'habille plus juste une dizaine, une vingtaine, une centaine de clientes, mais qu'il est en train d'en habiller des milliers. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'était que justement, précisément dans le moment où le couturier s'éloigne de sa clientèle, il va avoir envie de réinsuffler ce corps extrêmement charnel, extrêmement présent. Il y a cette idée de révéler un corps, une identité, par ce jeu autour des transparences.
Donc ça, c'était une première hypothèse, de se dire que finalement, la transparence chez Saint-Laurent, ça arrive à un moment où il est entouré d'une diversité de corps, les corps des différentes clientes que désormais, il peut compter par centaines, si ce n'est par milliers. Donc, un moment paradoxalement de démocratisation et d'ouverture, cette idée qu'il accueille une diversité, une pluralité de féminité dans son processus créatif. Ce qui fait que chaque personne qui porte le chemisier ici, par exemple transparent, le rend personnel à nouveau parce que précisément le corps est tout à fait mis en scène, mis en valeur, révélé ici. Donc c'était une première tension qui m'intéressait. Une autre clé de lecture pour comprendre tout simplement pourquoi Saint-Laurent est aussi intéressé par cette idée de la transparence. Je vous invite à faire un petit détour du côté du théâtre. Pourquoi ? Parce que le jeune Saint-Laurent, celui dont je vous parlais précédemment, qui découpe ses magazines adolescents, même très jeune adolescent à Oran, il a une passion très forte qui est donc le vêtement, la mode, mais il est aussi absolument fasciné et bouleversé même par les premières pièces de théâtre qu'il va voir. Il est tout jeune et il va notamment voir avec ses parents une pièce de Jouvet avec des décors d'un artiste tout à fait fabuleux qui s'appelle Christian Bérard, qui va faire les costumes et les décors. En fait, le premier amour de Saint-Laurent, peut-être que c'est pas vraiment la mode, c'est davantage le théâtre, ou plutôt la scène. Alors ici, ce rideau de scène, c'est un croquis de Saint-Laurent, mais sur le côté, j'ai mis donc le document graphique un tout petit peu plus petit. C'est un croquis de Christian Bérard pour l'école des femmes de Jouvet, qui avait été joué à Oran au cours des années 40 et que Saint-Laurent avait pu voir enfant. Alors, si on pense scène et si on pense femme, si on pense corps féminin sur la scène, je vous mets ici 2 images, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. C'est un lieu où finalement on est assez habile dans les jeux de dévoilement, de mise en lumière du corps, de réinvention du corps aussi. Alors là j'ai choisi un peu 2 icônes de cette culture théâtrale française. On a d'un côté Sarah Bernard, peut-être certains d'entre vous ont vu la magnifique exposition qui lui est consacrée au Petit Palais. Quelqu'un de fabuleux, Sarah Bernard, qui se réinventait rôle après rôle et qui avait une conscience très forte de ce que le vêtement pouvait faire pour elle, des différentes identités qui lui permettaient d'endosser et la manière dont ça façonnait vraiment son corps et son être. Et à côté, un croquis de notre Mistinguette nationale qui, elle aussi, était quelqu'un, dans ce lieu des cabarets, peut-être un peu plus burlesque, était tout à fait au courant de ce que le costume, la lumière, les cadrages permettaient pour donner l'illusion d'un certain corps et d'un certain mouvement. Donc il faut se dire que Saint-Laurent, il a aussi ça en tête. Donc pour lui, habiller un corps, c'est aussi habiller un corps pour la scène. Ici, on voit quelqu'un qui sera très proche d'Yves Saint-Laurent, qui s'appelle Zizi Jeanmer. Fabuleuse femme qui est tout à la fois danseuse, muse aussi, amie, complice. Et c'est quelqu'un que, au fil de ses performances, Saint-Laurent va habiller de manière récurrente. Donc Saint-Laurent, il fait ses robes de haute couture, son prêt-à-porter et beaucoup de ses costumes de scène-là. Ici, on a l'impression que Zizi Jeanmer, elle est tout simplement enveloppée d'une plume, enfin une sorte une sorte de composition. On n'arrive même plus trop à comprendre en fait de quoi est fait ce costume, mais c'est une plume qui l'habille et qui la déshabille à la fois. Vous voyez ces incroyables jambes de danseuse, extrêmement fines, extrêmement fuselées et extrêmement virtuoses. Donc Zizi Jeanmer avec ses plumes, ce jeu de l'ombre et de la lumière, la manière dont ces danseurs se dévêtissent sur scène, mais pour mieux aussi montrer les performances chorégraphiques. C'est tous ces jeux-là que Saint-Laurent a aussi en arrière-plan. Donc je vous invite finalement à regarder cette robe-là. Cette robe-là, on pourrait se dire, elle a une certaine charge érotique. C'est vrai qu'on voit une femme presque entièrement nue, mais avec cette conception très théâtralisée du corps au théâtre par Saint-Laurent, du corps sur scène plutôt, c'est aussi une robe qui joue avec ces jeux d'ombre et de lumière. Et vous aurez bien remarqué que cette sorte de ceinture qu'il a encore avec beaucoup de pudeur permet à une femme du monde de porter malgré tout cette robe pour une soirée, c'est en plume. Et ce travail de la plumasserie qui est aussi extrêmement lié aux industries du théâtre et à ces
à ces métiers-là. Enfin, c'est un de ces métiers d'art que se partagent la mode et le théâtre. C'est pour ça que beaucoup des ateliers de plumasserie à Paris étaient voilà, dans ce 9e arrondissement, à la fois pas très loin des fournisseurs de la couture et, par exemple, des Folies Bergères. Donc c'est ça aussi que Saint-Laurent apporte, et c'est de là que vient aussi sa fascination pour ces jeux à nouveau voilà, d'ombre, de lumière, et aussi d'un corps qui, sur scène, se dévoile jamais entièrement. Il y a cette idée du cadrage. On donne à voir un bras, on donne à voir une jambe, on donne à voir des fragments. Et c'est ce jeu-là qui est tout à fait intéressant aussi. On regarde cette fois-ci cette robe, on est 1968, quelques années plus tard. Et là, de manière peut-être un peu incongrue, je convoque une figure tout à fait centrale aussi, mais cette fois-ci d'un autre champ artistique français. Vous aurez reconnu Monsieur Truffaut, donc François Truffaut, le réalisateur, qui ici, avec ce geste de la main, nous parle du cadrage, de la coupe, qui est quelque chose de fondamental pour l'image en scène et bien sûr, pour lui, ce qui le concerne, l'image filmée. Alors, pourquoi ça permet de réfléchir autrement à ce corps féminin? Parce que finalement, ici, le couturier et le cinéaste, ils sont des personnes qui produisent des images, qui mettent en forme ce corps féminin. Et il y en a un qui a des ciseaux et un autre qui a une caméra, mais chacun coupe, recompose et souvent réinvente les formes du corps féminin. Donc finalement, ce jeu autour de ce qu'on voile et ce qu'on dévoile, qu'on trouve aussi bien sur les scènes des cabarets, on le retrouve aussi précisément dans le cinéma. Ici, bon, une petite citation que vous pourrez relire peut-être plus longuement justement dans l'article du catalogue. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement la manière dont des historiens du cinéma, du théâtre, des historiens du corps s'intéressent à la manière dont ces deux lieux, ces deux expériences, la scène de théâtre et le cinéma, c'est des lieux où précisément on construit un regard qui va fractionner souvent le corps. Donc ici, je fais une référence à cette article composé par Antoine de Bec dans le merveilleux ouvrage, le très riche ouvrage collectif dirigé notamment par Georges Vigarello, Une histoire du corps. Donc voilà, c'est la manière dont le cinéma va découper tout ça, et il me semble qu'il y a un peu de ça à voir dans ces transparences. Je vais terminer avec les quelques minutes qui me restent. Je vous remercie de votre attention. Avec quelque chose qui, là aussi, est tout à fait fondamental pour la période qui nous intéresse. On est dans cette seconde moitié des années 60. À un moment, on l'a beaucoup dit en histoire culturelle, on a beaucoup dit aussi quand on voulait parler d'un certain rapport au corps, un certain rapport aux identités de genre. À un moment, il se passe beaucoup de choses qu'on a parfois qualifiées d'émancipation, de libération. Et je voulais précisément qu'on termine autour de ça. Peut-être avez-vous déjà regardé Belle du jour, vous n'êtes pas sans ignorer que la personne qui habille Catherine Deneuve dans ce film, c'est donc Yves Saint-Laurent. Belle du jour, sans révéler l'intrigue pour ceux qui n'ont pas eu encore l'opportunité de regarder ce chef-d'œuvre de Louise Buñuel, c'est un film tout à fait sulfureux, parce que c'est une jeune bourgeoise qui va se trouver un plaisir certain à passer ses journées comme dans une maison close. Donc en fait, c'est un film qui est extrêmement aussi choquant pour la période, parce que cette jeune femme très bien rangée va en quelque sorte devenir prostituée tous les jours. Donc c'est un film qui pourrait signifier ce moment très fort d'une libération sexuelle qu'on va voir culminer sans doute à la fin de la décennie, qu'on voit en tout cas circuler de manière très forte à travers le monde occidental dans ces années-là. Donc voilà, un film qui a priori parle de manière assez sulfureuse de prostitution. On pourrait imaginer que les costumes sont eux aussi extrêmement sulfureux. Et c'est là toute la tension en fait de ce travail du costumier qu'a mené Saint-Laurent pour Catherine Deneuve, c'est que précisément elle est un peu couverte, boutonnée jusqu'au cou. Il y a quelque chose qui est extrêmement justement, qui raconte un peu toute cette pudeur, toute cette attitude extrêmement contrôlée de la protagoniste.
avec le montage et toute la narration de Louise Buñuel, on a de manière assez magistrale une leçon de cinéma ici, parce que voilà, ces petits souliers de Roger Vivier ou ce petit col blanc, tout d'un coup, vont devenir extrêmement voilà, chargés de tension, pour le coup de tension érotique. Mais voilà, ici, pas du tout de transparence. C'était plutôt ça mon point, c'était de se dire, voilà, c'est l'un des films les plus sulfureux de cette fin des années 60, et on n'est pas du tout dans un corps révélé. Donc précisément, à mon sens, le rapport à ce corps féminin qu'on voit presque nu malgré les voiles, hein, malgré le fait qu'il y a des dentelles, des mousselines, on voit quand même les poitrines, hein, de ces mannequins et de ces femmes qui portent du Saint-Laurent. Mais il me semble que l'enjeu n'est pas tant celui d'un certain érotisme. Alors, dans cette fin des années 60, début des années 70, les mœurs sont certes en train d'évoluer. Ce qui va m'intéresser ici, c'est peut-être davantage de replacer aussi Saint-Laurent dans une histoire des genres et des identités sexuelles au XXe siècle. Cette image, elle est extrêmement célèbre, elle ouvre aussi le parcours de l'exposition. C'est un portrait par le photographe français Jean Loussieff de Saint-Laurent lui-même, qui pose pour une autre parfum, un parfum pour homme, qu'il va commercialiser sous son propre nom. Saint-Laurent, peut-être est-il l'une de ces premières générations de créateurs de mode qui va, dans un contexte qui n'est pas du tout propice à ces prises de position, affirmer de manière un peu plus publique son homosexualité. C'est pas encore légal, mais c'est quelque chose qu'il va, d'une certaine manière, on va dire, performer, ou en tout cas rendre un peu plus visible. Et ici, je me permets deux références pour nous permettre de conclure et de réfléchir à ce que ces corps, le sien et ceux des femmes qui l'accompagnent en ce milieu fin des années 60, ont à nous dire. Un premier essai où vous voyez son maître, Christian Dior, un essai dans le catalogue d'une exposition extrêmement intéressante qui s'appelle Queer History of Fashion, donc une histoire queer de la mode qui a eu lieu il y a quelque temps à New York, où en fait l'auteur, Christopher Breuard, nous raconte la manière dont Jacques Fad, Christian Dior, c'était tous ces figures d'esthètes qui ont dû vivre aussi leur homosexualité de manière tout à fait cachée, parce que c'était pas quelque chose qui était, alors de manière très discrète, qui était quelque chose d'acceptable dans ce contexte-là. En cette fin des années 60, en ce début des années 70, on est au cœur des mouvements justement d'émancipation de la parole, à la fois pour ces mouvements féminins et aussi pour ces mouvements queer. C'est ici quelque chose qui me paraît tout à fait intéressante. L'autre référence qui nous permet aussi d'aller un tout petit peu plus loin, c'est un essai assez classique. Alors, c'est une référence un tout petit peu pointue, mais pour vous la simplifier en quelques mots, c'est un essai qui paraît au cours des années d'une autrice anglaise, donc Laura Mulvey, qui est quelqu'un qui travaille le cinéma et qui va forger une expression qui s'appelle the male gaze. Le male gaze, c'est quoi? C'est le regard masculin. Et Laura Mulvey nous invite à considérer la manière dont historiquement le cinéma a été toujours fait. Les images cinématographiques étaient réalisées avec une perspective masculine très particulière, et que très souvent les figures féminines qui étaient illustrées dans les films, elles l'étaient avec un regard masculin. Elles étaient soit des épouses, soit des mères, etc. Mais qui avaient toujours cette approche genrée des choses avec une hiérarchie extrêmement particulière. Et bien finalement, Saint-Laurent, il faut le replacer dans un moment d'une bascule. C'est un peu l'un des premiers créateurs, couturiers, qui de manière assez publique va nous dire ce corps féminin, c'est pas un corps que j'idéalise, c'est pas forcément un corps que j'érotise moi-même, ce n'est pas là l'intérêt et le jeu créatif qui m'intéresse. Pour moi, ce corps féminin, c'est un lieu de création artistique. Ici, un croquis qui va me permettre de conclure un petit peu ce parcours, qui pourrait raconter la nudité. Et pourtant, il ne le raconte pas du tout. Dans l'article, j'ai terminé sur cette image d'une académie. Une académie, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice qu'on fait faire à tous les étudiants aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts. C'est l'exercice du nu féminin. L'exercice du nu féminin, c'est quelque chose, c'est un exercice de style. Et à nouveau, c'est davantage un exercice de composition, c'est un exercice de la ligne. Et
qui est précisément abstrait de toute cette dimension, là encore, érotique. C'est davantage un jeu de composition, un jeu d'équilibre des formes. Je vais terminer avec ce modèle qui, à mon sens, raconte tout ça très bien. Saint-Laurent, en dévoilant le corps féminin ici, ce n'est pas pour le transformer en objet, ce n'est pas pour le placer dans une dimension, là encore, uniquement subversive et érotique. Pour lui, c'est précisément le lieu, l'espace d'une puissance d'agir, d'une émancipation, d'une manière de vivre pleinement une identité féminine. Alors ça paraît peut-être des grandes idées, mais ce que Saint-Laurent rend très visible ici avec son travail, c'est aussi une histoire des femmes, une histoire du corps féminin et la manière qu'ont désormais les femmes, en cette fin des années 60 et début des années 70, de se réinventer dans la société publique, mais bien sûr aussi par tout cet imaginaire de mode. Alors je ne dis pas que toutes les femmes à la fin des années 60 portaient donc cette fameuse pièce qui est une sorte de bijou réalisé en collaboration avec la sculptrice Claude Lalanne, mais c'est une manière en fait d'affirmer avec beaucoup d'aplomb et avec une puissance d'agir qui vient de soi ce que c'est cette féminité. Donc Yves Saint-Laurent, plutôt que de révéler, de déshabiller la femme, il l'a rendue visiblement nue, mais pour, d'une certaine manière, lui permettre, à ses côtés et avec ses propres combats à lui, à s'affirmer, peut-être aussi à s'émanciper. Voilà, je termine sur une note peut-être un peu plus théorique, mais qui vous permettra, voilà, je pense, de voir comment, en fait, à partir d'un objet très simple, qui est un vêtement transparent, on pourrait se dire, voilà, premier abord, ah tiens, ça montre l'idée d'une nudité, mais quelle est cette nudité ? J'ai essayé de vous montrer que voilà, depuis cette idée de la jeunesse, du pop art, jusqu'à ses goûts pour le théâtre, pour le cinéma, jusqu'à cette idée de créer artistiquement un corps autonome et émancipé, Saint-Laurent nous invite à considérer cet exercice de la mode comme quelque chose qui ne se limite pas, bien sûr, à ses tissus. Merci beaucoup. Merci Émilie pour cette intervention passionnante. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je vais pouvoir... Oui. Bonjour. Vous parlez au début de Saint-Laurent qui quitte Dior et du coup qui retire tous les subterfuges qu'il impose sur ses robes avec toutes les baleines, etc. qu'il avait rajoutées. Et du coup, il rend la femme plus libre avec des tenues plus fluides et transparentes. Mais du coup, il les oblige à avoir une silhouette qui rentre dans ses tenues et ses critères de beauté. Donc est-ce qu'il la libère vraiment ou... Voilà, c'était ma question. Alors, c'est une excellente question, à plus d'un titre. Déjà, quelque chose que je dis très souvent à mes étudiants, c'est que j'ai beaucoup de mal avec cette idée qu'un créateur lui-même libère qui que ce soit. D'une certaine manière, les femmes n'avaient pas besoin de Saint-Laurent pour se libérer. Elles se sont libérées elles-mêmes. Il y a des combats politiques et sociaux qui sont menés par ailleurs. Donc, c'est juste toujours dans ces formulations de une personne aurait libéré, enfin je dis ça pour Saint-Laurent, mais on pourrait le dire aussi pour Chanel. On dit souvent que Chanel a libéré les femmes dans les années 20. Non, c'est toujours un moment où en effet il y a un vêtement qui va rendre visible des débats. Donc voilà, c'est juste une petite aparté parce que ça me tient beaucoup à cœur, en tout cas en histoire de la mode, de se dire la mode va rendre visible des choses, mais c'est rarement les couturiers eux-mêmes qui peuvent s'attribuer tous ces lauriers. Donc, certes, il va dévoiler les corps, en partie, mais pas uniquement. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ça. On reçoit aujourd'hui cette histoire de la mode à partir de certaines images et certaines pièces. On reçoit cette mode des années 60 à partir des photographies dans les magazines, et certains des modèles qui sont gardés dans les maisons de couture. C'est vrai pour Saint-Laurent, c'est vrai pour toutes les autres. On a la construction idéalisée de ce qu'était la cliente Saint-Laurent.
Il y a ce week-end même, pour les Journées du patrimoine, une exposition qui a lieu dans les locaux de la maison Balenciaga à Paris, à l'hôpital Laennec, qui est tout à fait fascinante parce qu'elle va justement à rebours de ça. Elle nous montre que justement, je vous le disais, la haute couture, c'est quoi? C'est rentrer chez un couturier et si vous avez l'argent, en fait, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre âge, que vous soyez bossu, ventru, que sais-je, on va faire une robe pour vous. Cette exposition Balenciaga, c'est l'une des rares finalement qui montre des modèles de femmes qui n'ont pas du tout la silhouette de, je vous ai montré notamment Penelope Tree, qui est cette mannequin des années 60 qui va annoncer cette maigreur dont on a beaucoup pâti depuis. Eh bien en fait la réalité des commandes des couturiers, elle est très loin des images qu'on reçoit aujourd'hui. Bien sûr que ça illustre un idéal, c'est quelque chose auquel se conformaient et les couturiers et la société, mais il faut se dire que finalement, les femmes qui ont très souvent commandé de la haute couture, elles faisaient pas forcément les mensurations idéales. Et cette exposition que j'ai vue il y a quelques jours, elle est extrêmement touchante parce que ça rend aussi les modèles beaucoup plus incarnés. On en voit des toutes petites, on en voit des bizarrement élancés. Alors bizarrement juste parce que précisément on est tellement habitué à voir ces corps normés dans les expositions parce qu'on a gardé en fait les modèles idéalisés. Donc la réalité des faits, c'est que toutes les clientes d'Yves Saint Laurent n'étaient pas des Penelope Tree. Alors certes, voilà, c'était un contexte social où là encore cette idée d'un corps fin, élancé, etc. primait, mais c'est pas forcément l'unique réalité. Donc c'est juste voilà une petite méfiance qu'il faut avoir par rapport aux sources dont on hérite aujourd'hui pour faire l'histoire parfois de décennies qui sont relativement récentes. Hein, mais voilà, il y avait différentes morphologies. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais au plus court. Oui, pour vous dire, justement, dans l'exposition, ce que vous voyez, c'est les prototypes. Donc, c'est les tenues qui ont défilé sur les mannequins de la maison Saint-Laurent. Donc, c'est justement des vêtements faits pour des corps très normés. Mais si vous regardez bien, se glissent quelques modèles de clientes dans les archives en fait, du musée Yves Saint Laurent et vous trouverez quelques mensurations quand même qui s'éloignent un petit peu de l'idéal de beauté et des vêtements qui ont été retouchés aussi pour que les clientes ne soient pas trop dénudées. Donc ça change complètement le modèle. Voilà. Je précise aussi que le film Belle de jour est visible pendant quelques jours au cinéma d'art et d'essai de Calais à l'Alhambra. Notamment, je crois, au moins dimanche prochain et à quelques autres séances autour de la journée de dimanche. Et j'avais une question pour vous, mais qui m'échappe complètement à présent. Mais en tout cas, moi, je tenais à souligner que c'est extrêmement important pour nous au musée d'avoir un regard un peu critique et qui replace la couture, les maisons de couture, les couturiers, dans justement l'histoire du regard qu'on porte sur le corps des femmes ou le corps des hommes également. Puisque c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui se faisait assez peu. Ah oui, ça me revient. Il y a justement un documentaire sur la chaîne Arte en ce moment en replay qui montre justement Laura Melville, celle qui a créé le concept du male gaze. C'est un documentaire qui porte sur le cinéma américain, mais qui détaille un peu la lecture des images, de quel regard est porté par les réalisateurs, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, français et américains, je ne disais pas que les Américains, sur le corps des femmes. Donc c'est assez intéressant, puis on l'entend, on la voit en interview. Voilà, donc moi je voulais vraiment souligner que c'est important. J'annonce aussi que vous allez créer quelque part, si je ne me trompe pas, en fait un premier poste universitaire à Paris 1 à la Sorbonne en histoire de la mode, ou en tout cas la mode dans l'histoire de l'art. Donc ça c'est une grande nouvelle pour nous tous, parce qu'on va enfin avoir en France un regard critique sur la mode qui est quand même, alors la France étant le pays central, mondial, on va dire, de la mode, et jusqu'à présent, il n'y avait pas ce regard critique, ce qui veut dire certainement beaucoup. On est peut-être trop près du sujet pour avoir un peu de l'analyse et sortir, souvent, on est tous victimes et on les fait, nous les premiers, en musée, une sorte de vénération des grands couturiers que l'on connu, que l'on connaît, qu'on adule, qu'on respecte, qui sont traités avec beaucoup de respect par leur personnel. Enfin, c'est toute une sorte d'apparat un peu monarchiste qui se prolonge dans ces maisons de couture qui existent encore un petit peu, hein, même si c'est plus sous la forme que l'a connue Yves Saint Laurent.
Saint-Laurent. Donc c'est extrêmement important pour nous, puisque là, on a de façon sous nos yeux, quelque part, une des personnes qui va travailler pour avoir ce regard critique, et vous pourrez bientôt lire des ouvrages sur l'histoire de la mode en France avec beaucoup de recul. Donc merci. Inscrivez-vous donc. Master 1, département d'histoire de l'art. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Alors si je vois... Oui. Bonjour, en fait j'ai deux questions. Est-ce que le fait d'avoir des mannequins complètement minces, filiformes, sans forme, est-ce que c'est fait pour mettre en beauté l'habit? Et la deuxième question, est-ce que ça change au niveau des agences de mannequins dans le recrutement des... Est-ce qu'on prend des femmes un peu plus avec des vraies formes, ou est-ce qu'il y a encore cette... Alors, je propose qu'on fasse une autre conférence sur l'histoire des corps de mode. Ça va être compliqué de répondre en quelques minutes, mais bon, c'est une histoire des normes de beauté, tout simplement. Et il est vrai que, par exemple, si on regarde la fin du 19e siècle, les femmes qui avaient ce rôle de mannequin, c'était un peu les premières, elles étaient un peu plus en chair, alors je mets des guillemets, mais elles avaient plus de poitrine, plus de hanches que ce qu'on a vu après. Penelope Tui, que je vous ai montré précédemment, juste là, elle et Twiggy, par exemple, elles vont aussi, avec leur physique extrêmement juvénile, en fait, c'est des très jeunes femmes qui sont extrêmement menues, elles vont faire une rupture, parce que mine de rien que ça, les mannequins avant, celles de chez Dior, par exemple, aussi, elles avaient peut-être plus des corps de femmes que d'adolescentes. Donc, il y a quand même des séquençages dans l'histoire où... début du 20e, les formes en S de la Belle Époque, on est un peu plus voluptueux, et vraiment à partir de ces années 60, avec cette montée en puissance de la jeunesse, on va avoir l'imposition d'un idéal extrêmement juvénile, qui va justement vouloir s'opposer en fait à la génération d'avant. Donc c'est vraiment une conquête de la jeunesse. On en est assez peu sorti, en fait, depuis lors. Et donc, il y a différents discours. Parfois, quand vous parlez avec des créateurs, ils vont vous dire nous, on a quand même été habitués à travailler à partir de ces corps, et le tissu tombe bien, littéralement, parce que c'est des femmes extrêmement menues et qui a vraiment à peine des formes, et que c'est une habitude de travail. Et au contraire, si vous travaillez aujourd'hui ou vous interrogez des créatrices, quelqu'un, je pense à Esther Manas, par exemple, qui est une jeune créatrice qui s'intéresse justement à une diversité des corps et des morphologies, ça va être tout un travail aussi pour façonner des silhouettes autour de ça. Mais force est de constater qu'en gros, depuis ce moment-là, jusqu'à, on va dire, 2022, c'est le canon qui prime. Est-ce que ça changera un jour? Est-ce qu'il y a des... Parfois, ça passe par d'autres biais aussi, et c'est là où la mode est un peu une caisse de résonance de plein d'autres industries. C'est-à-dire, est-ce qu'au cinéma, est-ce que dans la chanson, est-ce que dans d'autres lieux, dans d'autres espaces, il y a d'autres idéaux féminins qui vont s'imposer? Le débat est ouvert. Mais bien souvent, la mode reflète un état de fait de la société. Mais on ne peut qu'en appeler de nos voeux pour que les regards et les idéaux changent. Mais voilà, on est clairement encore dans ce qui se passe là, dans les pages du Vogue, dans les années 60. Bonjour, merci pour votre conférence. Et j'ai remarqué que souvent dans les dentelles et les transparents, on retrouve des motifs de fleurs. Est-ce que vous savez s'il y a eu des mouvements chez des créateurs ou créatrices pour amener d'autres motifs qui ne soient pas des motifs nature, floraux, comme ceux qu'on voit très souvent? Alors ça, c'est pas que c'est une colle, mais c'est un sujet une question extrêmement précise. Simplement, je vous répondrai que, pour avoir un petit peu travaillé notamment sur la période des années 10, des années 20, un moment où, à nouveau, il y a d'autres courants qu'on va voir apparaître depuis l'architecture, depuis le mobilier, depuis, on va dire, l'architecture d'intérieur, qui vont insuffler des dentelles beaucoup plus géométriques. Le fait que les dentelles avec des motifs fleuris perdurent,
ça doit être le goût des créateurs. C'est le fait que, d'une certaine manière, la dentelle se soit, illustrée de manière plus exemplaire, peut-être avec la finesse des motifs végétaux. Mais ça existe aussi. Hein. Il y a également, je pense à quelques exemples de dentelles au moment de la période Art déco, très moderniste, avec des jeux de géométrie. Pourquoi ils ont moins plu, c'est une autre question.